Yaorana, Yaorana et Maeva, je suis Céline Hervé-Bazin, je suis chamane médium connectée. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne où on va parler d'alignement énergétique du matin, surtout quand on n'est pas réveillé. Je vous remercie d'être sur cette chaîne. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si vous le pouvez. C'est gratuit, c'est facile, c'est simple. Ça paraît anecdotique. Même moi, j'ai pris l'habitude de le faire maintenant, de pousser la cloche abonné. En fait, ça booste l'algorithme, ça permet de mieux partager mon travail et c'est vraiment encourageant. Surtout, ce qui est très encourageant, c'est de recevoir vos commentaires, vos prises de contact. Ça, c'est aussi un vrai bonheur. Bref, dans tous les cas, participer à l'échange et puis participer à la vie de cet invisible, après tout. Allez, rentrons dans le sujet. Qu'est-ce que c'est s'aligner au quotidien et de manière, on va dire, simple? Pour moi, être aligné, être connecté, vivre les énergies, vivre le monde de l'invisible, c'est vivre le quotidien. C'est vivre au quotidien avec, je vais prendre cette image de l'éponge qui absorbe les énergies au quotidien. Donc, il y a un livre là qui vient de sortir de Fabrice Midal. Je l'ai également souvent dit, je ne suis pas la seule, beaucoup d'entre nous, je pense, le disent, c'est qu'on est tous un peu chamans, on est tous un peu connectés, on est tous sensibles, hypersensibles. Je me souviens, il y a 5 ans, j'avais fait ou 6 ans, je ne sais plus exactement, une interview pour Slate sur qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. Et j'avais amené le sujet sur le fait que l'hypersensibilité, avant d'être une catégorie qui nous classe comme quelqu'un qui a des difficultés à faire circuler ses émotions, c'est une capacité à laisser les sens nous communiquer de l'information. Nous avons 5 sens à disposition, que sont la vue, qu'on a tendance à utiliser comme le sens absolu, ce qui est très important bien sûr, mais je vais donner 2 exemples, enfin 2 points entre guillemets. Les personnes qui sont aveugles, on voit qu'elles ont une autre intelligence et qu'elles vivent dans un autre monde, donc c'est un indicateur qu'il existe d'autres intelligences. Et ensuite, deuxième, ça me rappelle vraiment, juste, c'est tout simple et anecdotique, mais un dessin animé ou une explication que j'avais sur Disney Channel quand j'étais gamine, qui nous montrait qu'en fait l'œil voit à l'envers et c'est le cerveau qui rétablit la vision. Donc il se passe quelques millièmes de secondes entre le moment où on voit et où on voit, c'est-à-dire où on traite l'information. Donc le sens de l'œil est l'illusion. Donc première règle, entre guillemets, pour se réaligner simplement au quotidien, on ferme les yeux et on ouvre les autres sens, parce que c'est aussi ça le but. En fait, votre éponge, elle est habituée à voir. Le but, c'est de lui dire, je vais t'aider à voir autrement, donc à voir par les yeux, hein, à visualiser, ça va permettre de distinguer, parce qu'elle voit de plusieurs manières, nos 5 sens voient en fait. Donc ça va vous permettre de non plus visualiser, mais voir d'autres dimensions. Donc ça, c'est le premier élément, un alignement énergétique quand on n'est pas réveillé, quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on a de l'insomnie aussi, quand on est en colère, peu importe l'émotion qui nous traverse. Je vais revenir rapidement, maintenant ceux qui me suivent savent qu'est-ce que c'est pour moi l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'émulsion, l'émanation. Ça sort, ça part. Voilà, c'est une dopamine, c'est de l'ocytocine. C'est pour faire une comparaison qui est différente, je suis d'accord. C'est juste pour me dire que l'émotion, elle traverse, elle est cyclique, elle change, elle est lunaire. Elle est loin d'être quelque chose qui est viable et fiable. Ce qui est fiable pour moi, c'est le sentiment. Et plus profond que le sentiment, c'est le mécanisme de fonctionnement et la valeur derrière. Donc, c'est important de comprendre que l'alignement énergétique, la pratique d'harmonisation énergétique au quotidien, c'est une manière d'évacuer le plus vite possible l'émotion, ce qui vous traverse. On ferme les yeux. Déjà, rien que là, détente immédiate. Alors, je méditais hier sur cette capsule et j'avais cette image assez drôle de dire, essaye de donner des exemples simples
Tout simplement parce que là encore, si on revient sur cette image de on est tous médiums, on est tous chamans, on est tous un peu médium, un peu chaman, il faut comprendre que oui, on l'est tous. Donc on est tous hypersensibles parce qu'on a 5 sens. Par contre, on a des niveaux de sensibilité et on peut acquérir, c'est une forme de compétence, oui, c'est une pratique, c'est un chemin qui nous demande la connaissance. Travailler avec nos sens qui sont tout le temps en train de naître, en train d'être, en train d'avoir quelque chose. Donc la sensibilité, l'hypersensibilité, l'alignement, cette éponge qui vit au quotidien, elle a véritablement besoin de faire abstraction de sa majorité, entre guillemets. C'est-à-dire que on va enlever ce qu'on a l'habitude de faire pour aller sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, va s'ouvrir intuitivement, normalement, une relaxation. Alors, je disais que c'était de donner des exemples simples, parce qu'effectivement, quand on a entre guillemets, un corps qui a l'habitude de se connecter, la voie, elle est ouverte. Et ça, c'est vraiment important que vous compreniez que peut-être qu'au début, vous galérez. Quand j'ai commencé à faire de la méditation, en plus, moi, j'avais cette image très fermée de la méditation. Ça se fait dans un lieu calme. Alors, c'est sûr, c'est plus facile de le faire dans un lieu calme, je ne vais pas le dire le contraire. Ça se fait dans de la nature ou ça se fait dans un temple et ça se fait assis et ça se fait de façon Bouddha, quoi, avec toute la mobilisation de la respiration. C'est une forme de méditation. Il y a plein d'autres formes de méditation. L'alignement est une forme de méditation. C'est en fait une méditation éclair dont l'objectif est tout simplement de détendre nos neurones et de détendre en fait la porosité de nos sens pour qu'ils apprennent à mieux trier. C'est vraiment ça le but de l'alignement énergétique. C'est de dire je fais un tri rapide pour que mon éponge ne prenne pas toute l'eau qu'elle reçoit. Et c'est important de dire que quand on commence, c'est galère. C'est vraiment galère. C'est-à-dire qu'on est parasité par ce système majoritaire qui n'est pas confortable avec le fait qu'on lui demande d'arrêter de tout prendre, quoi, de tout recevoir, de tout voir, visualiser. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est de se dire que notre œil est un œil de l'illusion, donc il choisit de voir ce qu'il veut, et en fait, il voit énormément de choses, et il ne nous montre pas tout ce que l'on voit, ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien, parce qu'en fait, si on se dit qu'on voit toute l'humanité, bah, c'est insupportable pour notre cerveau. Je pense que si vous vous connectez à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde juste par la vision, vous mourrez. Enfin, c'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas supporter, et moi comprise d'ailleurs, ce qui peut se passer dans 2 secondes, 3 secondes d'humanité sur Terre. Donc ça, c'est une manière d'occulter pour ne pas se connecter à tout le monde. Donc c'est normal qu'on ne voit pas et qu'on ne visualise pas. Mais en fait, l'œil, même si c'est un organe, entre guillemets, d'illusion, puisque c'est un organe d'illusion, un organe d'occultation, pour moi, c'est aussi l'organe puissant de connexion. L'image pour ça, c'est le troisième œil qui nous dit je suis unité, je suis connecté à tout. Donc je peux tout voir, c'est juste que je choisis de voir. Et en fait, il faut comprendre qu'on est habitué dans notre société à voir d'une certaine manière et à visualiser d'une certaine manière. Donc on demande dans ce processus d'alignement de se déshabituer, en tout cas d'une partie de la manière dont on perçoit, visualise les choses, pour en fait voir et surtout ressentir d'autres choses et en fait réhabituer notre œil à choisir ce qu'il voit. En fait, c'est comme si on se désolidarise d'une certaine manière des mécanismes habituels de notre société de vision pour aller sur une autre forme de vision. Voilà. Donc on monte en conscience dans notre manière de voir. Et donc quand on commence à juste faire l'exercice d'alignement, on va être perturbé. Parce qu'en fait, notre œil, notre corps et nos sens, d'ailleurs tout le monde, les 5 sens, vont être perturbés. Ils vont se dire, mais par exemple, je dis à l'œil travaille moins, au travail différemment, et je dis donc aux autres, on va y arriver, aux autres sens, de travailler plus, mais pareil, de travailler différemment. C'est pas complètement juste ce que j'ai dit, parce qu'en fait, ils travaillent tous de la même matière. Je dirais que finalement, le vrai message, c'est de dire, je demande à tout le monde de travailler différemment. Donc, premier mouvement très simple, c'est je ferme les yeux. Donc, dans la plupart du temps, dans une pratique débutante qui a du mal à comprendre ce que c'est l'alignement, qui a du mal à dire, ça y est, je ressens
un affaissement, un allègement de mes neurones dans mon cerveau, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche. Qu'est-ce qui va se passer? On va sentir des tremblements, on va pas être à l'aise, on va bouger sur notre siège, on va tousser, on va trop concentrer notre attention sur la respiration, on va se contracter, on va sourire, on va penser des choses, on va être dans le quotidien. Tout ça, c'est normal. Le but, c'est que plus je ferme les yeux avec cette intention forte de OK, je coupe mon éponge et je vais changer entre guillemets les parois de mon éponge petit à petit, c'est comme réparer une maison. Petit à petit, je vais aller par pièce de pièce et pièce de mon éponge, de ma maison, de mon corps, pour en fait avoir de plus en plus un accès immédiat à cette détente intérieure forte de mes neurones, de mon cerveau. Alors, mon objectif, c'est que vous arriviez à détendre très facilement l'épiphyse, l'hypothalamus et l'hypophyse. Non, j'ai un trou. Pour les 3 glandes qui sont au centre de notre cerveau. Oh, ça m'agace, ça me fait trop rire. Je les connais par cœur, évidemment ça bug à ce moment-là. Bon bah voilà, je les noterai dans le... J'ai appris à... Voilà, ça c'est aussi de l'alignement, c'est je lâche. Je sens que mon esprit, il me taquine. Et je pense qu'il se dit, allez, tu veux être sur l'aspect scientifique du discours. Je te montre qu'il faut être sur l'aspect émotionnel du discours. Donc c'est vrai que aligner, c'est être sur l'émotion, mais pas au sens ce qui me traverse. Je t'ai expliqué, c'est au sens ce que je ressens. Là, à la limite, effectivement, l'émotion, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens va me faire aller dans le sentiment, ce qui est plus permanent. J'ai une anecdote qui me vient, mais je trouve que c'est une digression. Donc, ok, c'est encore un autre exemple. J'y vais, j'accepte le message. Vous savez, souvent on dit, est-ce que tu es amoureux? Personnellement, j'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas d'être amoureux ou amoureuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aimer la personne. C'est d'aller tout de suite dans la profondeur du lien et savoir s'il y a un lien entre nous. Puis en fait, c'est aussi d'une certaine manière être dans la facilité parce qu'en fait, on aime forcément la personne en face de nous puisque c'est une âme en face de nous. Donc en fait, c'est une facilité pour moi qui peut être plein de choses, explicable par plein de choses. Et c'est de dire, je préfère tout de suite aller voir l'âme de la personne et aller dans l'amour, entre guillemets, universel que l'on partage, plutôt que dans le sentiment amoureux. Et qu'est-ce que c'est le sentiment amoureux? Et en fait, le sentiment amoureux peut être donc de l'ordre de l'émotion, quelque chose qui te dope, qui te rend addict à une personne sur plein de raisons biologiques, chemistry, chimiques, merci, alchimiques qui n'ont rien à voir avec ni le mental, ni les qualités de la personne, ni les qualités de l'âme, mais tout simplement une fusion des sens et donc de l'éponge qui n'est entre guillemets paramétrée pour aller vers cette typologie de personne, ou au contraire aller dans le sentiment amoureux qui est celui de j'établis un lien profond avec quelqu'un avec qui je vais partir en voyage et avec qui je vais apprendre pour m'élever. C'est un peu la même chose, l'hypersensibilité et l'alignement. C'est-à-dire que je choisis de faire un voyage avec mon corps pour m'élever et pour l'alléger du mieux que je peux, mais j'ai envie de dire du meilleur que je peux. Donc le deuxième moment qui est important, c'est, voilà, je vous expliquais là juste la première seconde de l'alignement énergétique, 13 minutes, 39 pour expliquer la première minute de l'alignement énergétique, c'est je ferme les yeux. Et en fait, deuxième moment qui est important, c'est le deuxième sens que l'on utilise en fait le plus inconsciemment et qui donne énormément d'informations à notre cerveau, à notre corps, à notre âme, à notre mental, enfin à notre tout, quoi, c'est les oreilles. On passe notre temps à entendre. Donc là, c'est pareil, quand on connaît des personnes qui sont sourdes-muettes, on s'aperçoit qu'elles ont une autre forme de réalité et une autre forme d'acuité, notamment sur à la fois le fait de voir, mais aussi le fait d'entendre. Si elles entendent un tout petit peu, il va y avoir une précision dans l'ouïe qui est assez extraordinaire. Il y a un film que j'aime beaucoup pour ça qui s'appelle Sound of Metal de Darius Marder. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai eu la chance de le rencontrer. Yes, c'est mon moment Hollywood. Et il utilise en fait cette plongée dans le silence. Donc la deuxième manière de travailler sur son alignement énergétique, et c'est là où c'est effectivement intéressant à un moment ou à un autre d'apprendre en fait à pratiquer la méditation dans un temps de calme, c'est-à-dire dans un lieu de calme.
Donc ça va être, oui, à la mer, dans une forêt, il va y avoir en fait, c'est très bruyant, hein. S'il y a un lieu de nature qui est, je dirais, le moins brillant et bruyant de tous, ce serait éventuellement le désert. Et encore, quand on a vécu dans le désert, on s'aperçoit qu'il y a quand même du bruit. Mais c'est vrai que c'est quand même un lieu de silence. Grosso modo, il y a énormément de lieux de nature qui nous donnent cet accès au silence et au silence, je dirais, véritable, c'est-à-dire sonore. L'autre manière, c'est d'aller dans une chambre d'enregistrement de studio. Je ne sais plus comment c'est pareil, comment c'est un nom. Je les vois, j'en ai fait beaucoup. Ah zut, bon, c'est pareil, ça zappe, c'est comme ça. Vous allez en fait avoir cet sentiment de cocon. Cocon, 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 ouais. Je suis en forme pour quelqu'un de pas réveillé. Il y a un enveloppement du silence qui va câliner votre corps. Et en fait, c'est ce qu'on cherche à avoir dans cette deuxième seconde où j'ai fermé mes yeux. Et deuxième seconde, je sens tout de suite l'enveloppement des énergies autour de moi. Et alors, bien sûr, l'autre objectif, qui est une fois qu'on a fait l'expérience du silence, c'est de faire l'expérience du bruit. Je fais partie des personnes qui sont capables de travailler partout. Je suis capable de travailler et d'être hyper concentrée quand il y a du bruit. C'est une pratique qui me vient de l'alignement énergétique. Il n'y a pas de secret. J'ai appris en fait à me concentrer et à me réaligner, peu importe la situation. Donc deuxième manière d'augmenter votre alignement énergétique au niveau sonore, pratiquez dans le silence, pratiquez dans le bruit. C'est simple. Donc vous êtes au boulot, vous êtes à la maison, vous êtes en train de cuisiner, en train de faire du ménage, peu importe. Vous êtes dans le métro, vous êtes dans un avion. Alors, un avion, ça peut être très silencieux, sauf quand il y a des gamins qui ont décidé de crier parce qu'ils n'ont pas leur téléphone. Ah, c'est pas bien, Céline, de faire ça. Petite vengeance personnelle, désolée. De se dire, j'obtiens cette coupure d'essence pour recentrer à l'essence. Le but de couper les yeux. Donc, je suis dans mon avion, je suis dans mon train. J'ai fermé les yeux, une seconde. Deuxième seconde, j'ai fermé les écoutilles. Je n'entends que le battement de mon cœur. Je n'entends que le sang, les fluides qui sont en train de remonter dans mon cerveau, qui sont nourris par la respiration, nourris par ma digestion, nourris par l'ensemble des informations de mon corps. J'entends ça. J'entends la veine qui est dans mon pouce gauche. J'entends le poil qui pousse. On va aller l'enlever. J'entends les détails de mon corps encore plus fort pour faire l'exercice. Je rentre dans mon corps. J'entends l'eau, les enzymes, les morceaux de viande, les morceaux de légumes, les morceaux de gâteau, c'est pour ça qu'il y a le café qui descend dans l'estomac, l'intestin. Je ressens et j'entends la chaleur, le battement, parce que les organes en fait font écho au battement de notre cœur qu'il y a dans mon pancréas, mon foie, au moment où je me connecte. Deuxième seconde, vous vous apercevez que la deuxième seconde, c'est comme la première, elle demande un travail, elle demande de forger son lien à son sens et à son essence. Une fois qu'on a compris l'eau de Louis, l'audition, c'est bien, c'est mignon, on va rentrer dans le troisième sens. Troisième seconde. Le troisième sens qu'on utilise beaucoup, et beaucoup, là aussi je fais une hiérarchie, c'est la salive, par le fait que l'on mange et que l'on boit au quotidien. Un des exercices que je donne le plus quand je travaille sur les addictions, notamment au sucre, au salé, au gras, à la nourriture transformée, parce que alors bien sûr dans tout ça il y a le fait qu'il y a des additifs qui font en fait créer, c'est comme pour les chats à qui on donne des croquettes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mon petit chat là, il est pas là, mais c'est simple, si je lui donne Catisfaction, je vois très bien comment elle salive. C'est d'ailleurs lié à Pavlov.
comment l'animal salive. Mais en fait, il y a le bruit, il y a la connaissance de la rétribution, mais il y a aussi l'additif. Donc on nous rend, entre guillemets, l'ensemble de la nourriture transformée nous rend addicts, parce qu'en fait on prend l'habitude de ces additifs et on transforme notre goût, ce qui fait qu'on aime ce goût, et donc on doit se déshabituer ce goût. Pour moi, un des exemples les plus terribles de notre société, c'est les boissons sucrées. C'est pour pas en citer une en particulier dont tout le monde qui me connaît sache que c'est pour moi le mal incarné. Mais ces boissons sucrées nous ont tout simplement travestis, déshabitués du goût véritable. Et le goût véritable, là encore, dans le sens et dans l'essence, saliver, quand je salive, donc première, je ferme les yeux, je coupe, je vois véritablement par ma connexion de cœur, ma connexion, on va dire, cérébrale, clairvoyante, ma connexion énergétique, ma connexion supérieure. Pareil, je ferme mes ouïes, mes oreilles, mes auditions, mes entrailles, j'entends, allez, on y va, pour recentrer sur le son véritable de mon corps. Je réouvre, je referme aussi ma salive pour recentrer la salive, le goût. Et recentrer le goût, c'est recentrer le goût de la vie. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est de dire que la nourriture est une source de plaisir et qu'en fait, elle nous enlève, du fait de cette transformation, une part du goût de la vie. Elle réoriente notre expérience à la vie. Parfois, personne me dit « je suis dépressive, je suis déprimée, je suis triste, je suis machin ». Je vais leur poser des questions sur leur alimentation. Et je suis désolée, quand personnellement je mange sucré ou quand je bois trop d'alcool, donc je fais des cures sans alcool maintenant de manière très régulière, et je sais qu'à un moment ou à un autre je vais arrêter l'alcool, parce qu'en fait ce sont des informations, surtout si voilà, on prend sur des alcools qui sont faits là encore, sans âme, sans processus énergétique, c'est des choses simples mais qui sont importantes, et là ça va créer des connexions. Là encore, des informations qui vont venir à notre corps, à notre intelligence neuronale, cérébrale de connexion, sachant que bon, je vous montre ces neurones et cette connexion, parce que c'est une des plus importantes, mais bien sûr, il y en a là, il y en a un peu là, il y en a dans l'estomac, beaucoup, il y en a dans les intestins, et en fait, on est en train de s'apercevoir qu'on a des neurones et des connexions neuronales un peu partout. Parlons des pieds et de la réflexologie. Bref, c'est pas le sujet. J'en ferai une capsule un jour. De toute façon, il y a un bouquin sur le sujet un jour. Ce qui évoque énormément cette notion de neurones et de connexion de l'eau dans mon travail, c'est mon programme sur le soin de l'eau, le chamanisme de l'eau, qui parle vraiment notamment du cerveau émotionnel qui est la digestion, et de l'ensemble de ces réseaux de neurones eau qui existent dans notre corps et qui vont effectivement contribuer à ce goût et au retrouver le goût de la vie. Donc quand on reconnecte, troisième seconde, donc c'est travailler, il y a 2 exercices importants à faire. Travailler déjà sur le fait de desserrer le contrôle que j'ai sur la vie, et ça c'est toutes les personnes, et en général on est beaucoup, à faire du bruxisme. J'en ai beaucoup fait. J'ai arrêté, ça continue un petit peu de temps en temps en fonction de ce que je vois. Je me réveille et je sais que j'ai fait un bruxisme. Qu'est-ce que je fais? Ça a claqué quand j'ai fait ça. Hier, je l'ai fait avant de m'endormir. Ah, je vais faire me permettre aussi une manière de soulager et de détendre ça, c'est l'activité sexuelle. Je ne sais pas si ça va passer sur YouTube, je ne devrais pas le dire comme ça. Et en fait, la connexion, alors qu'on soit en connexion intime ou en connexion avec une personne, permet en fait l'ouverture de l'ensemble du canal de la Kundalini et de détendre énormément cette zone, mais aussi la zone neuronale. C'est bien pour ça que c'est une connexion initiatique, notamment dans les pratiques de Tantra, qui pour moi est une des pratiques qui ouvre le plus à la connexion au ciel et à Dieu. Là encore, on me le montre, donc je vous le dis, mais pourquoi, d'une certaine manière, les sorcières ont été sur des bûchers? Mais c'est parce qu'elles avaient une liberté de corps et une connexion intime au corps qui ne passait pas par l'homme, à une époque où on avait besoin, entre guillemets, de s'assurer que les femmes allaient faire des enfants parce qu'on avait un taux de mortalité très élevé. Et en fait, on refusait qu'une femme, alors bien sûr qu'elle soit connectée, qu'elle soit puissante, etc., mais on refusait aussi, entre guillemets, qu'elle soit célibataire si elle ne se donnait pas à l'église ou à la religion,
Parce qu'en fait, elle ne contribuait pas à la solidarité de la société qui était d'assurer la survie de l'être humain. Aujourd'hui, c'est moins, on va dire que c'est moins utile parce qu'il paraît qu'on est 8 milliards et que c'est plus intéressant enfin voilà, on est dans une vraie décroissance de la population et la taux de natalité baisse. Puis la connexion spirituelle passe par d'autres moyens, sauf que la connexion par notre connexion S, ben là encore, elle permet de détendre et de recentrer le goût de la vie, le goût de la connexion, donc l'eau de la salive, et de détendre toute cette partie qui est une des parties les plus sous pression de notre corps. Et en fait, d'assurer ce lien énergétique, c'est d'assurer le lien à la goût, au ragoût, au goût de la vie. C'est important, moi dans ma pratique, je me suis aperçue à travers les personnes qui sont venues que souvent ce qui bloque beaucoup l'éveil de la Kundalini, c'est le passage cœur-gorge, justement parce qu'il y a une absence de détente à ce niveau-là et une absence en fait de détente dans le fonctionnement aquatique, sensible de la production de la salive, tout simplement. Donc ouais, ça peut après avoir des conséquences sur d'autres maux, comme par exemple la thyroïde, les amygdales qui ne fonctionnent pas bien, le bruxisme, les problématiques d'ouïe, les acouphènes. Si vous avez des acouphènes, alors les acouphènes, ça peut être de la télépathie, mais ça peut être aussi une forme d'indice qu'il y a quelque chose là qui ne circule pas. Le deuxième moyen, entre guillemets, d'assurer là aussi la bonne circulation de la salive, c'est ce qu'on appelle la nourriture consciente. Donc c'est à chaque fois que je mange, à chaque fois que je prends un aliment, c'est je le remercie et je l'informe de l'amour que je lui porte. Alors pareil, moi les rites, vous entendez bien que ça doit être de l'ordre de l'intention, que ça, tout ce qui est rite très long, très machin, moi, voilà, je le dis, c'est du machin, c'est du Lévi-Strauss, donc c'est du décorum pour aller enfin, voilà, dans un lien qui peut aller par la force du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais quand on choisit de le faire, c'est dans le temple sacré. Au quotidien, l'alimentation, c'est par exemple la prière de bénédiction qu'on a enlevée des tables parce par exemple, elle est chrétienne. C'est de prendre quelques secondes, quelques minutes pour remercier le repas. Bon, après, je trouve que parfois, j'ai été c'est probablement ma lassitude qui le dit, mais c'est voilà, dans des retraites, dans des groupes où on surinvestit la symbolique. Le but justement du goût de la vie, c'est de laisser traverser la salive pour ressentir le goût. Le troisième axe de l'alignement par le goût, par la salive, par cette crépitation de l'essence, des sens qui vivent dans notre langue et qui vivent dans notre corps, c'est purement du ressenti. Donc de trop l'intellectualiser, c'est enlever ce ressenti. C'est merci pour ce repas, merci pour ceux qui l'ont préparé, on mange. Merci pour les animaux qui participent à ma alimentation. Je dis merci. Et après que j'aille lire des choses, etc. Très bien. Après, je pense que c'est bon. Hein. Quatrième sens qui est important, bien sûr, c'est l'odorat. Alors, on va se dire que l'odorat, on le sollicite moins que le toucher. Alors, je vais dire que non pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. L'odorat, c'est pareil, on le sollicite au quotidien, et on le sollicite beaucoup plus qu'on le pense, et parfois sans s'en apercevoir. On sent tout. Donc ça paraît logique. En fait, d'une certaine manière, je crois que l'odorat et le goût sont en compétition. C'est juste qu'il y a un exercice dans l'odorat qui demande une certaine conscience de l'odorat, alors que la salive, quand on mange, on a conscience qu'on mange, parce qu'on a conscience qu'on goûte, mais en tout cas, le sens est en exercice. L'odorat, on n'a pas forcément conscience qu'il est tout le temps en exercice. Surtout dans notre société où on a quand même vachement diminué le rapport au sens et à l'essence et au fait de sentir. Je pense à ça, j'ai l'image des médinas de mon enfance et de mon adolescence. J'ai grandi en partie au Maroc. Je pense surtout à la médina de Marrakech que j'ai découverte, alors a priori assez jeune, mais j'en ai pas des souvenirs parce que j'étais petite.
Pour moi, c'est vraiment quand je suis ado, qu'on prend la voiture, qu'on met je ne sais pas combien de temps pour aller dans cette ville et qu'on va dans la médina et qu'on se retrouve donc avec un guide parce que ma grand-mère, elle connaît plus bien Marrakech et, euh, et qu'on va dans le secteur des tanneurs et que ça pue. Ça pue le cuivre, ça, c'est les peintures, c'est les personnes, il y a du bruit, enfin, bon, ouais, c'est folklore, au bon sens du terme, c'est joyeux, il y a plein de personnes. Là, j'ai l'image de ce jeune homme, alors qu'il devait avoir une trentaine d'années, qui avait une dent en moins et qui était tellement heureux de faire sa babouche, voilà, de voir la peau de la vache, enfin, oui, je suppose, hein, c'est ça, qui est, euh, qui est lisse et que l'on travaille pour pouvoir en faire la chaussure, enfin, la babouche. Et puis bien sûr, un assainissement qui n'est pas ce qu'il est, hein, je parle des années 90, en tout cas qui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui, puisque il n'y a pas vraiment de point de repère dans cette médina à l'époque. Il y a de l'eau, il y a des égouts, il y a des choses qui passent un peu dans tous les sens. Bref, vous allez dans la médina, donc là j'y suis retournée plusieurs fois récemment. Maintenant, il y a quelque chose de balisé. Bon, ça, c'est très sympa parce que quand on est à Marrakech et qu'il fait chaud, on est très content d'avoir donc un plafond qui couvre. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup moins d'odeur. Même la place Gymna Fna a moins d'odeur. De toute façon, déjà, tout est très. Alors, c'était déjà très numéroté, hein, mais je trouve qu'il y a un peu un itinéraire avec, pour moi, ce qui est nouveau quand même, toutes ces boutiques de fruits et légumes. Qui sont voilà, en premier, ou de café, aussi la recrudescence des cafés à Marrakech, bon bref. Tout ça pour dire que le rapport à l'odeur dans notre société a changé. Je dirais qu'il s'est désodorisé de l'odeur naturelle pour se réodoriser dans l'odeur synthétique. L'exemple bien sûr classique de ça, c'est les odeurs qu'utilisent les magasins pour, entre guillemets, là aussi, provoquer une forme d'addiction par l'odeur. De toute façon, les magasins aujourd'hui, ils ont bien compris ce que c'est le marketing sensuel aussi. Vu le nombre de nanas qu'on voit en bikini pour vendre je ne sais quoi, c'est sûr qu'ils ont bien compris le marketing sensuel. Je me marre toute seule. Je dirais surtout le marketing sensoriel. C'est simple. Regardez ce qu'on vous met comme musique dans les magazines, dans les magasins. Il y a une alternance entre les tubes du jour, qui sont des tubes en fait à relent obsessionnel, parce que c'est les mêmes musiques avec des vibrations assez basses et qui vont vous faire rentrer en fait dans la tendance, donc vous donner envie de vous relier à la collectivité, plus que de rester centré sur ce que vous voulez vraiment, donc créer des besoins que vous n'avez pas. Et c'est aussi bien sûr le marketing par le sens et l'essence. Pour moi, une des premières fois où je m'en suis vraiment aperçue, c'était quand j'étais à New York, donc en 2002 la première fois, et que j'ai senti la rue et qu'il y avait les odeurs d'une marque pareil, je ne dirais pas les marques, mais ça m'a choquée. Je trouvais que ça puait, et je préférais l'odeur, qui sont d'ailleurs de moins en moins. Il y en a quand même encore à New York, mais je trouve qu'il y en a moins maintenant, du producteur, enfin du vendeur de hot dog, quoi. Le sens de l'odeur, c'est de retravailler, enfin, c'est de ressentir là aussi l'odeur authentique. Alors, une manière, un exercice tout bête, que vous allez, je pense, adorer, c'est de sentir son naissance à soi. Donc, c'est de se sentir ça, tout simplement, comme un chat, hein, qui passe son temps, vous savez, les animaux, ils sentent, ils rencontrent quelqu'un, ils se sentent. J'ai envie de dire, c'est de faire ça, se sentir. Je savais que ça allait vous plaire. En fait, quatrième seconde, c'est rétablir un lien à mon essence et à ma senteur à moi. Parce que si je recalibre ma senteur à moi, pareil, je vais pouvoir clarifier l'information chimique et alchimique autour de moi et savoir les odeurs qui sont compatibles avec moi. Ce qui est terrible aujourd'hui dans le fait d'avoir transformé le sens, et donc là, le sens dans les deux sens du terme, donc le sens de l'odorat, donc le fait de sentir par l'odeur, c'est qu'on a perturbé notre sens intuitif des personnes qui sont alchimiques avec nous. Et là encore, vous savez, aujourd'hui, je trouve qu'on entend parler beaucoup des problématiques de souffrance dans le couple, de souffrance dans la société, donc la souffrance individuelle, parce qu'on a désorienté le sens et en fait, on a perdu la direction et on s'oriente
vers des expériences en commun qui sont de l'ordre de la souffrance. Donc on entend sens, souffrance, clairvoyance, yes. Le sens de la souffrance est d'aller vers la clairvoyance. Oh, vous êtes en forme. Je vais me permettre de reprendre un grand monsieur que j'aime vraiment beaucoup écouter. Alors hier, je l'ai écouté, c'était tellement dense que ça fait partie des personnes qu'on écoute, vous savez, par morceaux. C'est Boris Cyrulnik. Et une de ses phrases choc, c'est la douleur, oui, on ne peut rien faire contre la douleur. Vous êtes tapé, vous avez mal. Par contre, c'est de choisir de souffrir du fait que vous avez reçu cette tape. Je suis quelqu'un qui suis très très maladroite, je passe mon temps à me cogner, j'ai des plaies tout le temps. J'ai pris l'habitude de dépasser la douleur et surtout de ne pas souffrir du fait que je ne change pas mes habitudes. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple. Raide. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, il y a une épreuve dans la vie. Je vais être dans la douleur. Ça va provoquer des émotions, ça va provoquer même des sentiments, peut-être de l'injustice, hein, de la frustration, de l'envie de crier, j'ai envie de dire, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui nous frappe et que ça nous, entre guillemets, peut-être que ça va nous détruire, ça nous déstabilise. En tout cas, voilà, il y a vraiment des expériences dans la vie qui ont une douleur forte. Je pense surtout au deuil, qui surprend et qui est une séparation brutale avec un être aimé. C'est une douleur. Est-ce qu'on en souffre? Et c'est tout l'intérêt de dire comment je transforme l'expérience du deuil en une expérience d'acceptation que la personne est là à côté de moi, c'est juste qu'elle vit dans un plan différent. Ça, c'est vrai que je vois beaucoup, moi, dans l'accompagnement. En tout cas, c'est ce que j'essaie vraiment de faire dans l'accompagnement aux défunts. La plupart du temps, c'est de se rassurer que la personne va bien de l'autre côté. Et c'est à ça que sert la consultation avec le médium, c'est de voir où est-ce qu'il en est, effectivement, la personne de l'autre côté. Et ça dépend vraiment de tout le monde. Ça permet d'accepter la douleur et de se retrouver le chemin de la joie pour éviter de souffrir de cette absence. Un des grands éléments de la souffrance aujourd'hui, c'est d'être dans des relations qui provoquent des petites morts répétées, qui provoquent des séparations répétées. Boris Cyrulnik l'explique très bien, c'est le quotient de sécurité dont on a besoin pour se sentir bien dans notre vie. Et quand on provoque des instabilités, des formes de séparation répétées, on va, entre guillemets, s'abonner à la souffrance. Eh bien, c'est comme si aujourd'hui, tout ce qui est odeur nous fait choisir ce contrat de souffrance inconscient. Ce contrat de je vais, au lieu de prendre le sens de l'essence, je vais prendre le sens de la décroissance ou de la dépendance. Ouais, on est vraiment dans le Hans aujourd'hui. Hans Vata, yes. Salut mes amis martiniquais. Le but de revenir donc au sens de l'essence, de réapprendre à sentir, donc c'est à se sentir soi, et c'est aussi à s'entourer et à choisir l'essence et les essences qui nous font du bien. Et là, oui, il va y avoir un choix chimique et alchimique. Alors déjà, c'est les personnes qui sentent bon. Je suis addict à l'odeur de mon chat, hein. Je sens régulièrement l'odeur de mon chat. Sentir les personnes, bon, les sentir, prendre le temps de sentir la personne que l'on aime, sentir les parfums que l'on aime. Se faire un panel, vous savez, il y a des consultations qui vous aident sur la colorimétrie, la manière dont vous vous habillez, mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour les parfums. Et de choisir des parfums qui vont nous ramener peut-être dans des odeurs familières de l'enfance. Par exemple, pour moi, ça va être la fleur d'oranger, mais aussi dans des odeurs familières de l'âme. La vanille, la tiare, Taïna pour moi, puisque j'ai un lien très fort avec Tahiti. Le musc au Maroc. L'oud, ça sent tellement bon. Voilà, c'est se faire un panel de parfums qui vont nous permettre de nous recentrer sur les odeurs qui nous font du bien. Et ça, c'est un autre exercice. Tout ça pour arriver dans la 4e seconde à je sens l'air qui rentre en moi et qui va tout de suite nourrir la détente. 5e sens, allez, on y va, qui est finalement, c'est assez intéressant de se dire que c'est celui qu'on sollicite le moins, mais qui est en fait aussi le plus important, parce que c'est celui qui est le plus exposé. C'est l'éponge absolue. Bien sûr, c'est le toucher et c'est la peau. C'est notre enveloppe de peau qui est là, hein, et qui passe son temps à toucher le monde. C'est ça qu'il faut comprendre dans le système
de l'hypersensibilité, c'est que notre peau, elle est en contact avec le monde tout le temps. Donc, il y a bien sûr, les maux de la peau. Je sens que dans le programme, un moment ou un autre, quand je serai un peu plus posée, ça va pas tarder à arriver là, je vais passer parfois des capsules sur les symboliques du corps. En tout cas, il y a un vrai appel, et puis de toute façon, j'ai une formation là-dessus qu'il est temps de mettre au monde. Et de expliquer un petit peu ce que j'ai compris, moi, des maladies en tant que médium. Pas que sur la symbolique des mots, parce qu'elle est très belle. Je pense surtout à Jacques Martel ou à Fanny, le blog Santé et Nature, là, qui est très très bien. Et puis bien sûr, il y a Ève, les libérations émotionnelles par le corps. Bref, ce sont des références pour moi. Et elle nous parle effectivement de la symbolique de la maladie. À la fois le langage des oiseaux, symbolique, parce qu'en fait c'est la médecine qui peut nous l'enseigner, ou l'expression de ce que c'est maladie. Je trouve qu'il y a aussi tout un volet du dictionnaire qui pourrait se montrer au sens chamanique du terme et au sens énergétique du terme. La peau, c'est la fleur du monde, c'est la fleur de l'univers, c'est la fleur cosmique de l'univers. C'est un lotus qui vit au cœur de l'univers et qui étend ses pétales de manière comme une danse cosmique, donc qui vont changer à la fois de posture, de taille et de couleur pour animer cette conscience que l'univers, l'amour, la source, est une fleur de sagesse, donc une fleur qui va passer son temps à se montrer, mais aussi à se cacher, à se dévoiler, à grandir, à changer, pour vivre son parfum, vivre sa propre orchestration, vivre sa beauté. Apprendre, l'univers est à notre image, nous sommes à l'image de l'univers. Nous venons apprendre, nous venons étendre nos pétales, nos ailes pour... voilà. Et ce que je vois souvent, moi, dans l'image que j'ai, c'était une de mes premières connexions de la fleur de l'univers, la fleur de la sagesse, la fleur de l'amour, c'est qu'elle a 5 pétales. Bon, comme la tiare à Péteil, qui a 5 pétales à Tahiti, le 5 aussi, le pentacle du Maroc. Bon, voilà, il y a toute une symbolique personnelle dans le 5. Après, voilà, je trouve que le 5, on le retrouve souvent dans les cosmogonies comme un enseignement assez fondateur. Lise Bourbeau est connue pour les 5 blessures. Notre ami Don Miguel Ruiz, il a fait les katas de corps Toltec, il en a rajouté un 5e. On parle des 5 éléments, les 5 souffles. Enfin voilà, il y a quelque chose de très très fort dans le 5. Après, on pourrait faire toute une apocryphe. Un apocryphe, non. Enseignement de tout ça. Mais comme on est sur les 5 sens, allez, on y va avec le 5. Ce qui est beau de dire, c'est que la peau, donc cette fleur que nous sommes, cette fleur de l'univers que nous sommes, elle a plusieurs niveaux de connexion. L'endroit où l'on touche le plus au monde au quotidien, tout le temps, c'est quand même les pieds quand on marche et les mains quand on touche. Donc c'est vrai qu'on sollicite énormément nos sens à travers quand même 2 grandes polarités, enfin 4 grandes polarités, que sont les pieds et les mains. Alors bien sûr, je vais penser à toutes les personnes qui sont handicapées ou qui ne peuvent pas marcher et qui vont mobiliser leur sens et vont nous montrer qu'elles sont capables de mobiliser leur sens dans cette immobilité, les pieds qui sont inactifs, mais vont ressentir d'autres choses ou ne pas ressentir, puisqu'elles ne ressentent rien, et vont en fait ressentir et toucher, ressentir par le toucher, ressentir par la peau à d'autres endroits. Et par exemple, vont avoir un lien très fort avec la machine qui va les accompagner dans leur mobilité ou l'immobilité. Enfin là, en l'occurrence, ce serait plutôt la mobilité. Donc c'est une autre manière d'apprendre à toucher le monde. Bien sûr, il y a des grosses disparités dans le toucher dans notre société, parce que nous ne touchons pas tous de la même manière et nous n'avons pas la même relation au fait de toucher et d'être touché. La manière très simple d'exprimer ça, c'est la manière dont on se dit bonjour dans le monde. Et en France, on se fait la bise. Personnellement, je supporte pas la bise. Ça m'énerve. Je n'aime pas du tout faire la bise. Je trouve que c'est une obligation sociale. Ça me saoule. Et peut-être que c'est lié à ce que j'ai vécu. Je préfère largement le hug. Parce que le hug, c'est pas juste je mets peau contre peau de ma joue. Parce qu'en fait, quand je suis dans le hug, je prends le temps d'envelopper la personne et je ressens la personne. Même si un hug américain est assez rapide, au moins,
je parle au chakra du cœur de la personne au lieu de parler à son chakra mental de la personne. Voilà, on voit combien je n'aime pas la bise. Je préfère aussi le ongi. Je préférerais qu'on me fasse un ongi que la bise. Parce qu'en fait, un ongi, c'est pareil. Pour moi, il y a une connexion énergétique. La distance sociale que l'on a aussi. Aux États-Unis, peut-être qu'on se fait les hugs, mais on reste à 1 mètre l'un de l'autre. Hein. Au Maroc, ça a été tout un réapprentissage de s'apercevoir que la distance, elle est beaucoup plus proche. Donc, on sent beaucoup plus les énergies de l'autre. À Tahiti, il y a un équilibre, moi, je trouve, assez beau. Alors d'ailleurs, c'est un mélange entre le hug et le ongi, c'est-à-dire qu'on se dit bonjour comme ça avec la tête. Donc, il y a chaque connexion chakra du cœur, connexion. Et on reste en général, on va dire, aller à 30-50 cm de la personne. Donc, il y a une proximité, mais il y a aussi un respect de l'aura. Voilà, on voit quel rite je préfère. Hein. Pour revenir à cette notion du toucher, donc ça devient de la culture dont on est, mais ça vient aussi de l'enfance, comment on a été touché dans notre enfance. Et c'est sûr que la difficulté du toucher et d'être touché, c'est qu'est-ce qu'on a vécu surtout les premières heures de notre naissance. Donc c'est est-ce qu'on a été pris par nos parents, pas pris par notre parent, est-ce qu'on a été nourri au lait ou parce qu'on n'a pas été nourri au lait, est-ce qu'on a été aux couveuses ou pas, enfin voilà, est-ce qu'on a été prémat. Donc, c'est pour ça, par exemple, aujourd'hui, on utilise beaucoup le toucher pour les prématurés, on leur permet d'être justement touchés. Tout ça, ça va affecter la relation du toucher, la relation à la peau. L'autre élément qui empêche vraiment le toucher, bing, dans notre société, c'est le jugement perpétuel. On dit souvent que les maux de peau, c'est lié au fait de se juger ou d'être jugé. Alors, pareil, je ne vais pas m'étendre, hein, parce qu'il y a plein de subtilités. Être désorienté, désaxé dans le fait de sentir par le toucher, c'est effectivement être sensible au jugement des autres. Et donc, aujourd'hui, on a une société qui s'appelle les réseaux sociaux, qui passe son temps à juger par le like, par la comparaison, par l'évaluation de l'algorithme, tout simplement. Et donc, on est sur une transformation de la manière dont on voit notre qualité parce qu'elle passe à la moulinette d'un jugement extérieur perpétuel. Donc, se réorienter 5e seconde dans c'est quoi le toucher essentiel qui me permet de me réorienter, ça va faire rire mes manouitis. Donc, les personnes qui sont, entre guillemets, mes élèves en ce moment, même s'ils sont déjà mes maîtres et mes guides, et c'est voilà la tradition initiatique pour moi de toutes les cosmogonies du monde. Comment on fait pour récalibrer le sens de l'élève, et souvent on passe en premier par le sens du toucher pour recalibrer l'initié, l'appeler, on fait travailler ses sens. Et pour faire travailler ses sens, il y a 4 éléments fondamentaux, même si en fait il y en a un 5e. C'est l'eau, le feu, la terre et l'air. Un des grands exercices, c'est de travailler voilà, avec un de ces éléments pour recalibrer, réorienter l'axe énergétique. Donc c'est vraiment de se dire, voilà, ils me disent de rien dire, de ne pas le dire, parce que c'est dans ma formation, ça me fait bizarre, donc c'est pour ça que ça bloque. J'ai l'exemple du coup du métal. Bon, on donne le métal. Vous savez, c'est intéressant parce que je pense à ça. En ce moment, j'ai remis la médaille que mon père m'a offerte. C'est assez rare, mais ça m'arrive. Et je sens que ça redonne un contact de métal à mon cœur. Donc c'est très beau. Et c'est vrai que on portait traditionnellement pareil des médailles. Aujourd'hui, c'est un petit peu pareil d'évaluer, désinvesti pour d'autres formes de médailles qui sont des médailles, on va dire, plus de l'ordre de l'individu. Par exemple, je pense au prénom, des médailles qui sont sans symbolique, qui sont des symboliques spirituelles multiples. L'avantage, ou en tout cas la beauté de la médaille qui renvoie, entre guillemets, à une religion monothéiste et à un rite communautaire, c'est l'aspect justement du rite communautaire et de la proportion de personnes qui partagent cette communauté. Il faut comprendre que l'alignement comme le désalignement énergétique, il cherche le lien à la communauté.
Et ça peut expliquer énormément de choses et maintenant sur ce que l'on vit. On cherche constamment le lien à la communauté. Le but de l'alignement énergétique, c'est de dire, ok, je retrouve qui je suis pour mieux me relier à la communauté. Donc d'utiliser par exemple une médaille, du métal, une bague, un bracelet de temps en temps, ça va me permettre de dire à mon corps, je réaligne mes énergies dans quelque chose qui est signifiant pour moi. Voilà, donc vous voyez que l'alignement énergétique, je vais le faire devant vous. Voilà, quelques secondes, c'est boum. Pour y arriver, à ces quelques secondes, c'est comme on dit the master, hein, le master, c'est pas moi, hein, c'est juste ce qu'on m'a transmis, qui fait qu'aujourd'hui je suis dans le master de l'alignement énergétique en quelques secondes. C'est tout ce travail. Un rite qui nous paraît anodin, un geste qui nous paraît anodin, ce moment qui nous paraît anodin, vient de tout ce travail. Et c'est facile, il suffit juste d'être persévérant, de faire les exercices et d'aller. Qu'est-ce que ça donne comme bénéfice? C'est génial, juste ce moment-là. Déjà, vous avez vu, je me suis réveillée au fur et à mesure de l'explication. Je me sens enfant. Je l'ai fait peut-être 2-3 fois. Quand je fais ça, c'est simple, je vais décrire ce que mon corps ressent. Je vois une plongée, en fait, des énergies du ciel, des énergies, je sais pas comment on peut les appeler, invisibles, oui, ça c'est le meilleur mot que j'ai, qui tout de suite vont aller chercher, parce qu'elles le savent et parce qu'elles connaissent mon corps, le point où il y a une fatigue en ce moment, le point où il y a de l'énergie pour la redistribuer dans le corps en ce moment. Je sens du coup en même temps qu'il n'y a pas que les énergies du ciel. Il y a aussi les énergies de ma terre, les énergies de mon bassin. Très important, les énergies de mon bassin. J'ai parlé des dents et des mâchoires. Le corps, le bassin, c'est un énorme élément. On en revient sur le S. Le périnée, l'importance de la respiration par le S, par les hanches, par le bassin. Et l'autre élément de respiration très important, les pieds, les mains. Donc je sens tout de suite, juste première seconde, fermer les yeux, il y a un mouvement hyper rapide de mon énergie qui balaye tout mon corps, qui va aller chercher les endroits de vulnérabilité, le maillon faible, et les endroits de force pour cultiver, élever. Deuxième, je sens qu'il y a un silence. J'écoute ce que je traverse en ce moment et je vais faire ressurgir ce qui est important par l'écoute personnelle. Puisque je fais ressurgir ce qui est essentiel, tout d'un coup, je salive parce que je retrouve le goût de la vie, puisque je sais ce qui est essentiel pour moi en ce moment. Je suis dans l'écoute de mon cœur. Je reconnecte fondamentalement à mon cœur et là, tout d'un coup, je sais que je respire, et comme je respire, j'active mon nez, j'active mon odorat qui ressent le souffle essentiel et qui va étendre au monde sa présence. Le toucher, c'est la présence au monde, la conscience au monde. 52, quand je dis ça, donc je m'étais promise de faire des vidéos qui devaient dépasser d'abord 40 minutes. Je sens m'en apercevoir, je dépasse 50 minutes. Mon objectif, c'est de faire 1 heure. On va y arriver. L'alignement énergétique, cette capacité en 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 2-3 minutes, c'est de simplifier le rapport aux énergies. C'est simple, c'est sacré, c'est simple. C'est pas dans un rituel over. Je suis dans le respect profond du sacré, et je suis aussi sacré. Et je sais que ce sacré a de l'admiration et du respect pour moi. Revenons sur c'est quoi l'amour, l'admiration et le respect en premier. Je sais ma valeur sacrée. Dieu est mon égal. C'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon amour, c'est mon amant. Il est mon égal. Juste qu'il sait un peu plus de choses que moi, parce qu'il est en constante connexion avec tout le monde et qu'il a tellement d'amour pour moi qu'il a décidé de le partager et de me guider. Par contre, il m'aime tellement et il me considère comme son égal parce qu'il sait que je suis dans ce corps de chair, ce corps d'hypersensibilité, cette éponge, et que cette éponge, elle a une formule magique unique au monde
qui permet de lui apprendre toute cette combinaison alchimique qu'il a créée, de nourrir sa fleur cosmique sacrée. Pratiquer l'alignement énergétique, c'est un acte de survie, mais c'est surtout un engagement de vie. Et c'est vraiment se dire, quand je suis apte à me aligner énergétiquement au quotidien, c'est je choisis la vie. Je choisis la vie. Je préfère d'être en vie. Je suis en vie. En vie. En vie. Je suis dans l'envie. Et pas une envie... je vais acheter le dernier iPhone pour être cool à la télé. C'est ça. À la récré. Non, c'est l'envie de vivre une vie alignée dans la sainteté. Envie de vivre une vie alignée dans l'amour. Envie de vivre une vie qui me ressemble. Que je suis prête à être... à expander. Je ne sais pas si ça se dit expander en français. À déployer. À être dans l'expansion. Vraiment, ça se dit expanser. Expanser. Oui, c'est je sors de la pensée non alignée, mentale, pour rentrer dans la pensée du sacré. Ouais, l'alignement générique, ouais, c'est ça, l'alignement énergétique. Génétique aussi. Allez, on forme le copain. C'est bien quand on a 10 milliards de pensées à la seconde et qu'on a du mal à sortir de son mental. Voilà, encore un des gros bénéfices, grand bénéfice de l'alignement énergétique. Allez, mon copain, c'est bon, mon ami? On a dit ce qu'il fallait dire. 56 minutes. On va pas faire juste 4 minutes de plus pour tenir les 1 heure. On va accueillir et on va surtout vous souhaiter voilà, de profiter de cette baguette magique. Là, pour le coup, ce serait une baguette magique qui est l'alignement énergétique. Et alors bien sûr, c'est un travail, c'est un chemin, c'est un voyage. Et ça s'atteint par des étapes, par des exercices. Si vous avez envie d'atteindre ça et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, bah, je suis là. C'est copain qui me dit, allez, toi en avant. Et oui, il me dit d'en partager. C'est vrai que j'ai eu de belles grâces cette semaine. Une personne qui a perdu une très proche et qui a fait 2 séances et elle a réussi à rêver de ce proche défunt. Donc c'était voilà, une grâce. Et une autre personne qui m'a dit, grâce à notre travail, j'ai pu mettre des mots sur quelque chose qui me met en douleur depuis on va dire quelques années. Et un retour à la joie. Voilà. Donc merci. Je fais la clôture. Donc je remercie, si ça vous a plu, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à bientôt.